Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'entretien de la rédaction. Dans un monde en perpétuelle mutation, l'Afrique se trouve à la croisée des chemins entre dynamique d'intégration régionale, crise sécuritaire et aspiration d'une jeunesse qui veut transformer son continent. Eh bien, à travers cet entretien exclusif avec le professeur Auguste Videgla, expert en management et économie de développement, auteur aussi, avec lui nous ferons une lecture approfondie des enjeux qui façonnent le présent et l'avenir de ce continent, de l'Alliance des États du Sahel et ses rapports complexes avec la CEDEAO, aux tensions de plus en plus persistantes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en passant par les défis de la jeunesse africaine et les leçons à tirer du conflit de Gaza. Chaque chapitre de notre discussion explore les fractures et les opportunités qui se présentent à l'Afrique entre analyse historique, prospective et recommandations concrètes. Cet entretien propose donc une réflexion à la fois lucide et prospective sur la stabilité, le développement et la résilience de notre continent. Eh bien, installez-vous, c'est parti pour un bon moment avec notre invité. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi et merci de m'avoir invité sur votre beau plateau. Professeur, comment analysez-vous l'existence de l'Alliance des États du Sahel dans le contexte des tensions actuelles avec la CEDEAO? Est-ce pour vous une rupture durable ou une étape transitoire? Je vous remercie, monsieur le journaliste. D'abord, permettez-moi d'adresser toutes mes salutations à tous les citoyens béninois et africains pour la capacité d'adaptation de nos populations, de notre peuple, le peuple africain, je veux dire, aux mutations aujourd'hui qui sont engagées pour transformer notre continent. Ces mutations, pour répondre à votre question, trouvent leurs racines dans la survenue de l'AES où les États concernés, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina Faso, depuis pratiquement une vingtaine d'années, sont confrontés à un terrorisme récurrent qui décime d'abord d'une part les populations, mais aussi freine toutes les initiatives de développement parce que les lignes budgétaires, les programmes de développement pour la plupart sont freinés par la concentration et toute l'énergie que ces États déploient sur la lutte contre le terrorisme. Les multiples programmes mis en œuvre dans ces différents pays n'ont pas pu venir à bout du terrorisme. Nous nous rappelons un peu la force Barkhane, les Français qui sont venus rester au Mali durant 20 ans, au Niger pratiquement durant 15 ans, malgré tous ces dispositifs mis en place par les pays européens et un peu même américains. Aucune réponse concrète n'a été trouvée à la question du terrorisme. D'où la survenue de ces coups d'État successifs qui ont conduit à la création des États du Sahel parce que les nouveaux dirigeants de ces États, après analyse sans aucun doute, ont supposé que leur développement comme leur sécurité passe d'abord et avant tout par une autodétermination interne, par des valeurs endogènes qui devraient développer et par une prise de conscience des capacités culturelles ainsi que géopolitiques du Sahel en général, parce que c'est un vaste territoire. Vous savez, le Niger, le Mali et le Burkina réunis, à eux trois, font pratiquement un dixième du territoire africain, parce que c'est des vastes États, c'est des vastes pays désertiques. Donc, les pays du Sahel aujourd'hui sont à la croisée du chemin entre une envie d'autodétermination, de souveraineté et les enjeux de développement et les aspirations des populations à un mieux vivre, à un mieux être. Ces pays sont confrontés aujourd'hui à une dure réalité. Alors, la relation complexe entre les pays de l'AES et la CEDEAO trouve aussi les racines du fait que ces pays ont connu des coups d'État. Les militaires arrivés au pouvoir ont été plus ou moins ont voulu être encadrés par la CEDEAO qui leur donnait des délais pour pouvoir organiser des élections démocratiques. Mais soutenus par une certaine pression populaire, les militaires ont décidé quand même de rester au pouvoir. Et le fait de rester au pouvoir, ils ne pouvaient faire autre chose que rompre les amarres avec la CEDEAO qui a quand même des règles de convergence en matière de gouvernance démocratique. Les transitions ne pouvaient pas rester
ad vernam aeternam. Donc, ils ont décidé de quitter la CEDEAO. C'est dommage et c'est malheureux parce qu'à terme, les populations de l'AES vont payer un peu le prix fort de cette décision de quitter la CEDEAO parce qu'aujourd'hui, l'ère de l'Afrique est à l'unité et non à la formation des petites entités régionales telles que l'AES. La CEDEAO à elle seule est une organisation régionale. Nous avons la CEMAC, nous avons l'Union des pays du Maghreb, etc. et tout, qui sont des entités au sein de l'Union africaine. Nous devrons plutôt chercher à ce que nos États graduellement se consolident et délèguent leur souveraineté dans un ensemble cohérent pour que les défis économiques de l'Afrique puissent trouver les solutions dans les rapprochements entre États. Donc, en résumé, c'est pour vous dire que l'AES, c'est une bonne approche pour donner une identité au pays du Sahel, mais nous ne sommes pas trop d'accord avec actuellement la position de l'AES développée par rapport à la CEDEAO et par rapport à une certaine rupture avec même la communauté internationale et les pays africains. Absolument. Ça, ce sont des erreurs qui vont plus tard peser un peu sur le cours de l'histoire politique et économique de ces pays. Alors, l'intégration régionale a longtemps été présentée comme la voie incontournable pour le développement africain. L'AES est-elle, selon vous, une menace pour ce projet panafricain ou une nouvelle chance de la réinventer? Non, absolument. L'AES n'est pas une menace pour l'intégration africaine ni l'intégration régionale. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, l'AES est un réflexe identitaire des pays du Sahel qui, encerclés par les menaces terroristes, se sont recroquevillés, ont dit bientôt, maintenant nous allons prendre notre destin en main. Parce que soit le Burkina, le Niger ou le Mali, c'est pratiquement le même territoire. Vous savez que les frontières africaines ont été dessinées par les colons, mais quand vous remontez dans l'histoire, tous ces pays-là étaient un peu sous le joug de l'Empire du Mali, qui gouvernait un peu toute cette bande du Sahel. Donc, la survenue de l'AES n'est pas une menace, mais plutôt, à mon humble avis, un phénomène identitaire qui va se consolider dans le temps. Notre ambition, notre souhait plutôt, c'est que l'AES, plus tard, se mue pour que ces trois pays deviennent un seul espace politique, économique, qui va s'intégrer par la suite dans la CEDEAO et dans l'Union africaine. Alors, cependant, avec la CEDEAO, qui justement estime que dans son espace, une telle organisation ne peut pas exister, ne peut pas prospérer, ça crée quand même des tensions entre ces deux organisations. Oui, ces tensions troublent leur source, c'est normal, parce que la CEDEAO, quand même, fait des efforts pour rapprocher les peuples, pour supprimer les barrières économiques, pour supprimer les barrières politiques, la libre circulation des populations entre les différents États membres de la CEDEAO. Aujourd'hui, pour voyager dans un pays de la CEDEAO, vous n'avez pas besoin de visa. Mais avec cette position de la CEDEAO, de l'AES, pardon, la CEDEAO est obligée quand même de prendre certaines mesures et je pense que les négociations entre les deux, l'AES et la CEDEAO, vont amener graduellement à signer des accords de convergence pour garder de coopération, pour garder au moins l'essentiel, ce qui est l'intégration des peuples entre ces pays membres de la CEDEAO. Et la situation actuelle, selon vous, pourrait-elle avoir je dirais, un impact sur la vie des populations, en tout cas entre ces deux communautés? Oui, absolument, parce que la situation actuelle a beaucoup d'impact, surtout l'impact économique. Nous constatons d'ores et déjà dans certains pays du Sahel, de l'AES, l'exacerbation de la pauvreté, parce que vous savez, la rupture des échanges économiques, un moment, surtout entre le Niger, le Bénin, qui est le port naturel quand même des Nigériens, nous constatons dans tous les cas actuellement, espérons que cette politique de l'AES va évoluer dans le sens à redonner espoir à tout leur peuple, parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de la paupérisation grandissante, galopante. Mais, je le dis encore, la volonté souverainiste est une bonne chose. L'intégration des peuples de l'AES est une très bonne chose. Et la consolidation de ces acquis sera plus tard
un élément positif pour la CEDEAO. Alors, une dernière question pour finir avec ce chapitre. En tant qu'universitaire et auteur, quelles pistes concrètes proposez-vous pour dépasser ces antagonismes et reconstruire justement une dynamique africaine comme on le souhaite? Bon, alors la piste de solution que je propose ici d'abord, c'est que les États acceptent de perdre une partie de leur souveraineté. Surtout la souveraineté économique. Parce que vous savez, comme le dit l'adage, terre à terre, ventre affamé n'a point d'oreille. Ce à quoi aspirent nos populations, les jeunes, les femmes, c'est avoir un emploi décent, c'est se nourrir, se vêtir, se loger. Alors, les échanges commerciaux entre les pays africains sont la première base qu'il faut renforcer, consolider, pour après, plus tard, créer l'union politique. Ce qui fâche aujourd'hui, c'est les questions politiques et non les questions d'intégration et les questions économiques entre les États. Donc, la piste de solution que je recommande, c'est de renforcer l'intégration économique des peuples et des pays pour après ouvrir maintenant la voie à l'intégration politique qui pour le moment est une difficulté majeure. Professeur Auguste Villigla, vous abordez généralement les questions africaines avec beaucoup de fierté. Vous voyez un continent qui évolue en plein essor. Mais le paradoxe, c'est que nous avons justement de ces conflits entre États. Je voudrais justement évoquer ce que nous vivons entre la République démocratique du Congo et puis le Rwanda. Alors, du point de vue historique et même géopolitique, cette tension entre ces deux pays, comment vous l'analysez? Ben, cette tension entre les deux pays est historique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Depuis après les indépendances, vous savez que les peuples du nord du Kivu et les peuples rwandais sont intégrés parce qu'il y a les Hutus qui sont du côté de la frontière de la RDC, en ex-Zaïre, comme des Congolais qui sont du côté du Rwanda. Alors, l'intégration de ces peuples a créé quand même une situation qui est basée un peu sur les richesses qui sont présentes au nord de la RDC, notamment dans la province du Nord Kivu, où nous avons le manganèse, nous avons le cobalt qui sert à la fabrication des systèmes de téléphonie mobile, etc. Et tout. Donc ces richesses, nous avons aussi l'or, le diamant, etc. Donc ces richesses sont convoitées par le Rwanda. Le Rwanda, en fait, qui est plus ou moins une plaque tournante des richesses du sous-sol du Congo qui transitent par le Rwanda pour être écoulées sur le marché international. Le Rwanda ne tire une partie de son produit intérieur brut qu'à travers ce commerce. Alors, durant longtemps, le Rwanda a toujours exercé une pression militaire, diplomatique, politique, pour avoir toujours une mainmise et ne pas perdre cette manne qui apporte un souffle important à son économie. Donc, parce que tant que le Rwanda conservera une mainmise sur les richesses, une partie des richesses du sous-sol congolais, ils ne voudront pas la paix. C'est malheureux qu'en Afrique, aujourd'hui, nous puissions vivre de tels genres de situations, mais je pense bien que le président rwandais et le président congolais ont pris la mesure des choses parce qu'après tout, c'est les populations du Nord Kivu qui sont soumis à des affres et à la souffrance, avec aujourd'hui près de 150 000 morts déjà, hein, depuis 30 ans. Du nombre de déplacés, des millions de déplacés. Donc je pense que les deux dirigeants sont conscients de la situation et feront l'effort chacun. Sous la médiation, la dernière médiation des Américains, ils ont signé un premier accord. Nous allons espérer que cet accord puisse plus tard se transformer en accord de paix définitif pour le bien des populations des Grands Lacs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure que, en tout cas, ce conflit, c'est quand même, je dirais, une guerre d'intérêt économique et surtout de ressources naturelles. Est-ce que seulement pour ça, justement, ce conflit a une chance de trouver une solution? Évidemment, ce conflit a une chance de trouver une solution parce que cela passe par des accords. Je l'ai dit tantôt, d'une manière générale pour l'Afrique, comme pour la CEDEAO ou la CEMAC, le développement de nos pays passe avant tout par l'intégration économique. Les accords économiques entre le Rwanda et la RDC, ainsi qu'avec l'Ouganda et les autres pays de la sous-région, permettront graduellement de limiter
les barrières entre ces pays et maintenant d'avancer vers des accords politiques durables qui vont installer une paix durable dans la région. Mais ça passe par des accords économiques. Alors, quels sont selon vous les enjeux régionaux et continentaux qui font de ce conflit, je dirais, un facteur de déstabilisation pour l'Afrique centrale, mais aussi au-delà? Ben, les intérêts régionaux, nous trouvons dans tous les conflits qu'il y a en Afrique, nous trouvons toujours des intérêts occidentaux. C'est ça, il y a des grandes puissances derrière. Il y a des grandes puissances derrière, des grosses entreprises multinationales qui ont des ramifications en termes de revenus économiques, en termes de part de marché, en termes d'influence même géostratégique, géopolitique, qui attisent les tensions entre le Rwanda, la RDC, l'Ouganda, qui ont intérêt qui est le chaos dans la région. Donc, résultat, il revient maintenant aux dirigeants africains de se rendre compte que tous ces multinationales ou ces intérêts occidentaux ne permettront jamais à l'Afrique de se développer. L'autodétermination, la capacité de nos dirigeants à comprendre que nos richesses sont pour nous les Africains et que les frontières créées par le colonisateur aujourd'hui doivent être supprimées pour avancer vers une véritable intégration économique et par-delà l'intégration politique. Mais pensez-vous que la solution viendra encore de ces pays occidentaux, en tout cas, qui tirent en tout cas beaucoup d'intérêt de cette instabilité? Vous l'avez évoqué, il y a un accord de paix qui a été signé justement aux États-Unis avec une influence américaine. Est-ce que c'est ça la solution? Ben, je pense que la solution ne réside pas... Entre Africains, on est incapable de trouver nous-mêmes des solutions. Entre Africains, on est capable, justement parce que ces pays occidentaux, quand on parle des Américains, ils détiennent plusieurs gisements, plusieurs mines en RDC. Donc leur intérêt est manifeste. Et toute négociation, d'abord, ils protègent leurs intérêts. Les Blancs, les Occidentaux n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tant que nous, les Africains, nous n'allons pas le comprendre, il est clair que l'Afrique serait toujours à la traîne et nous allons toujours nous faire manipuler par ces grandes puissances qui aujourd'hui ont atteint un niveau de développement avancé. Nous, aujourd'hui, l'Afrique est en pleine recherche de ses voies de développement et de son modèle de développement. Donc c'est pour dire que la solution réside plutôt au niveau des deux entités politiques entre la RDC et le Rwanda et non avec des médiateurs occidentaux. L'Union africaine aussi est appelée à jouer un rôle beaucoup plus important parce que nous avons toujours l'impression que l'Union africaine vient toujours quand l'incendie s'est déclaré ou l'incendie a fini de faire des ravages. Vous aurez souhaité qu'en tant qu'organisation continentale... de leader type que notre organisation continentale et même régionale, la CEMAC, ait un leader type beaucoup plus affirmé et ne prenne pas position pour l'un ou l'autre, mais trouve des mécanismes d'intégration et de facilitation qui puissent ramener la paix. Moi, je ne suis pas pour les médiations à l'occidental parce que c'est eux, la plupart du temps, qui attisent la flamme et c'est eux qui viennent ensuite en sapeur-pompier. Donc pour vous, la paix durable, elle est possible ou pas? La paix durable dans les Grands Lacs, elle est bien possible et je pense que nous commençons par avoir les prémices déjà de cette paix. Il reste à ce que, vous savez, dans un conflit, il faut que chacun des acteurs accepte de faire des sacrifices. Nous demandons au président Tshisekedi de faire des concessions et de baisser un peu son ton va-t-en-guerre contre le Rwanda et de l'autre côté que le Rwanda baisse un peu ses velléités et trouve plutôt des accords économiques, des accords d'entente qui permettront graduellement d'installer une paix durable et définitive dans les Grands Lacs. Professeur, pour vous, la jeunesse africaine, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui? La jeunesse africaine, c'est la richesse de l'Afrique. 60% de la population africaine, riche, talentueuse, pétrie de la culture africaine, et à la recherche des voies et moyens pour s'affranchir de la pesanteur, parce que nous avons une pesanteur en Afrique aujourd'hui, qu'est la formation. Nos jeunes ont envie de réussir, nos jeunes ont envie de contribuer au développement de l'Afrique, mais deux facteurs majeurs limitent l'éclosion de cette jeunesse, c'est la formation professionnelle et la formation au métier. Vous savez, notre jeunesse ne pourra réellement contribuer au développement et à l'essor
du continent africain que lorsque les gouvernements vont mettre dans les budgets annuels une part importante destinée à l'enseignement professionnel et technique. Nous avons l'agriculture, les métiers de la mécanique. Vous savez que toute industrialisation passe par la mécanique. Nous n'avons pas de mécaniciens encore bien formés en Afrique, notamment des ingénieurs, des techniciens, l'électricité, l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Donc, autant de secteurs sur lesquels nos pays doivent investir massivement. Il faudra même ce que j'appellerais un plan Marshall pour l'enseignement professionnel et technique. Parce que, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, le plan de Marshall, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les pays occidentaux et les États-Unis ont convenu de mettre en place un plan Marshall pour investir massivement dans tous les secteurs productifs en Europe. Ce qui a permis à l'Europe de rapidement effacer les affres de la guerre et de se remettre sur la voie du développement. Donc, il faudra que nos dirigeants africains, nos politiques africains puissent se dire que notre essor économique passe par la formation de nos jeunes et plus particulièrement un investissement massif des États dans les secteurs de la formation professionnelle. Des efforts sont faits par chacun des États aujourd'hui, mais ces efforts sont insuffisants parce que de la Côte d'Ivoire en passant par le Sénégal ou le Gabon ou l'île Maurice, la part dans le budget destiné à l'enseignement professionnel et technique, c'est d'à peine 1% ou 0,5% du produit intérieur brut. Je pense que ces parts destinées à l'investissement en faveur de l'enseignement professionnel et technique doivent aller au-delà même de 10 à 15% pour permettre rapidement de rattraper le fossé et le retard que l'Afrique a par rapport aux pays occidentaux. À condition que ces fonds soient aussi bien gérés. À condition que ces fonds soient bien gérés, mais dans tous les cas, tout procède de programmes, de projets. Lorsque les programmes et les projets sont bien développés, l'investissement suit. Et je pense que vous parlez un peu de la corruption qui est un peu endémique. Qui est très connue sur notre continent. Oui, c'est les dispositifs africains. Vous voyez l'exemple de notre beau pays, le Bénin, où graduellement la corruption est en train d'être reléguée un peu à une portion très congrue parce que des dispositifs, des réformes ont été faites de telle sorte que un fonctionnaire, un responsable de l'État, un administratif, désormais, il lui est très difficile de faire du détournement ou de faire de la prévarication sur les ressources publiques. Voilà. Alors, si on vous comprend, mais c'est que nous avons une jeunesse active, mais son potentiel reste encore sous-exploité dans les dynamiques de gouvernance. Et votre solution, c'est que les budgets soient relevés, en tout cas, pour faire face justement à cet investissement. Alors, on observe aussi une forte migration des jeunes Africains, souvent au péril de la vie. Quels sont les facteurs profonds qui alimentent ce phénomène? Le phénomène, il est très simple. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez un peu les pays de l'AES, il y a une forte migration de ces citoyens vers l'Occident parce qu'il y a la pauvreté. Il y a l'absence d'emploi, le sous-développement, la précarité. Lorsque vous voyez des citoyens qui difficilement trouvent un repas par jour, ont du mal à se loger, n'ont pas accès à l'électricité, à l'eau, n'ont pas accès aux soins de santé primaires, alors la seule solution qui reste souvent pour eux, pour les familles pour la plupart, c'est d'aller en aventure. Mais ce n'est pas la solution. L'Afrique est riche. Rien n'est encore fait en Afrique, tout est à faire. Moi, je déconseillerais à tout citoyen béninois, africain, d'aller en exil parce que, avec un peu d'imagination, avec un peu de sagacité, de leadership et du charisme, on trouvera toujours la voie pour réussir. Ils vous diront que ce que vous dites là, c'est très facile pour vous dans votre position, justement, parce que ils sont au cœur des problèmes sur notre continent. Oui, mais aussi il y a des success stories, il y a beaucoup de jeunes talents africains aujourd'hui qui, à partir de rien du tout, des gens qui étaient très pauvres, issus de familles très pauvres, qui aujourd'hui sont prospères, ont innové, ont créé des solutions innovantes qui aujourd'hui servent aux populations. Vous savez, dans tous les secteurs, nous avons l'agriculture, nous avons l'environnement, nous avons beaucoup de secteurs auxquels, lorsqu'un jeune déterminé veut réussir, il parviendra à réussir. Nous allons faire une émission spéciale sur
ce sujet particulièrement pour nous permettre d'aborder et d'apporter des éclairages beaucoup plus précis à notre jeunesse africaine. Et déjà sur ce chapitre, en tout cas face à ce chômage massif, certains jeunes choisissent l'entrepreneuriat. Là encore, nous avons des problèmes de financement où des jeunes ont des projets quand même assez intéressants, mais n'ont pas de financement nécessaire pour développer leur idée. Évidemment, c'est en cela que l'État béninois est à féliciter. Comme d'autres États, je pense qu'en Côte d'Ivoire, le même dispositif est mis en place. Au Bénin, il y a l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui est une agence globale, le guichet unique des entreprises, qui a pour vocation d'enregistrer les idées de projets des jeunes, de former les jeunes en entrepreneuriat et ensuite de les accompagner dans leurs besoins de financement jusqu'à leur installation et le développement de leur entreprise. Et ce mécanisme que vous citez en exemple, ça touche vraiment les jeunes de notre pays ça touche en majorité? En majorité, rien qu'en 2000... À Kandy, à Malanville, à Djougou. Rien qu'en 2025, je peux vous dire, 1000 aviculteurs ont été financés par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, là, des PME. 1000 aviculteurs, c'est ceux qui font l'élevage, etc. Et tout, ils ont été financés. D'autres à hauteur de 10 millions, à hauteur de 15 millions, à hauteur de 5 millions. Vous avez beaucoup de jeunes entreprises qui ont bénéficié du financement de l'agence. À part le Bénin, je pense qu'en Côte d'Ivoire, le même dispositif est en place, au Sénégal aussi, etc. Et tout. Donc, il y a des prémices, des frémissements, dans le sens que les pouvoirs publics commencent par comprendre qu'il faut créer les conditions de garantie au financement. D'ailleurs, je pourrais vous dire aussi sur ce chapitre que l'État béninois, à travers toujours la DPME, est en train de créer le guichet unique de garantie aux investissements des petites et moyennes entreprises. Donc, le processus, selon les dernières informations, est terminé. Désormais, un jeune qui a besoin de 5 millions de francs CFA, 10 millions de francs CFA pour financer l'installation de son entreprise, pourra bénéficier d'une garantie pour que la banque lui prête. Parce que qu'est-ce qui limite l'accès au financement des projets des jeunes en Afrique? Les banques sont des banques commerciales, c'est des banques de dépôt. Ils ne financent que ceux qui ont des capacités de garantir le remboursement. Or, les jeunes qui sont porteurs de projets n'ont pas de garantie, n'ont pas de titre foncier à mettre en garantie. Donc, aujourd'hui, l'État béninois a créé un fonds de garantie, un mécanisme de garantie destiné aux petites et moyennes entreprises. Donc, ce même schéma doit être dupliqué dans tous nos États. À l'île Maurice, aux Seychelles, c'est des mécanismes qui existent déjà depuis un bon moment. Au Bénin, nous venons de commencer l'expérimentation et je pense bien que ce sont des solutions qui, à terme, vont permettre à notre pays de s'affranchir et d'amorcer son véritable développement. Professeur Auguste Videglar, le dernier chapitre de notre entretien, nous irons à l'international. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce chaos qui se joue dans la bande de Gaza? Alors, c'est avec beaucoup d'émotion, monsieur le journaliste, que vous abordez cette question. De même que nous prions de toutes nos forces, nous invoquons plutôt tous les dirigeants africains à cultiver la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et les quelques pays africains qui sont encore dans les crises, nous venons de l'évoquer, le Rwanda, la RDC, c'est avec meurtrissure que nous constatons les dégâts que cela cause. Alors, le cas du Moyen-Orient est beaucoup plus patent. C'est un conflit qui est là depuis juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu d'abord le grand déplacement de population que les Palestiniens ont appelé la Nakba, où dans les années 60, plusieurs millions de Palestiniens ont été déplacés de leurs terres pour l'exil. La création de l'État israélien est une très bonne chose parce que, avec les persécutions dans l'histoire des Juifs, après la Deuxième Guerre mondiale, il a été décidé par la Société des Nations de créer l'État d'Israël qui avait un territoire existant depuis l'Antiquité. Parce que nous avons dans la Bible, comme même dans le Coran, Israël, c'est toute une histoire. Alors, une fois Israël installé sur son territoire, l'État israélien créé, aujourd'hui, l'erreur de la Société des Nations en son temps est de n'avoir pas créé
en même temps l'État palestinien. Aujourd'hui, nous ne serons pas en train de vivre cette catastrophe, cette ignominie, parce que ce qui se passe en Palestine dépasse l'entendement. On dirait que ce ne sont pas les citoyens de la galaxie. On dirait que les citoyens palestiniens ne sont pas des humains. Je vous assure, chaque fois devant la télé, quand je suis les informations en provenance, je me dis, ce n'est pas possible que cela se passe au XXIe siècle. Donc, pour revenir sur les origines du conflit, les Israéliens ont souvent refusé aux Palestiniens le droit à la terre, le droit à l'autodétermination. Or, aucun peuple au monde ne peut se faire asservir sans lutter. D'où la naissance des organisations militaires, telles que le Hamas, des organisations militaires telles que le Hamas, telles que le Djihad, etc. et tout, qui se sont graduellement transformées quelquefois en organisations terroristes parce que, sûrement des attentats terroristes, parce que trouvant que c'est la seule forme de lutte qu'ils avaient pour que leur pays un jour accède à l'indépendance. Donc cela aboutit au 7 octobre 2023, qui était très malheureux, que nous condamnons, mais à la grande génocide que Israël est en train de commettre, et malgré les appels incessants de la communauté internationale des dirigeants, Israël continue son massacre de populations civiles, d'enfants, de femmes, de jeunes, de la culture palestinienne, et même des sites culturels protégés par l'UNESCO sont détruits sans ménagement. Des églises, des mosquées sont rasées. C'est pas bien. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que nous appelons à la paix. Récemment, certains pays occidentaux qui ont mis beaucoup de temps ont fini par reconnaître l'État palestinien. Notamment la France. Entre autres, la France, la Grande-Bretagne, le Canada, qui sont des grandes puissances, qui font partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que vous savez, ils sont 5 ou 6. Donc, si sur les 5 ou 6, pratiquement 5 ont reconnu, parce que nous avons la France, le Canada, l'Angleterre, nous avons la Russie qui a reconnu déjà l'État de Palestine depuis les années 80, et aujourd'hui, il ne reste que les États-Unis. Alors, les États-Unis, déjà, quand la France, justement, à travers son président à la tribune des Nations Unies, a reconnu officiellement la Palestine comme un État, ce n'était pas du goût des Américains. Pourquoi les Américains s'opposent à cela? Effectivement, dans l'histoire d'Israël, c'est les États-Unis qui étaient à l'avant-garde de la création de l'État israélien. Et vous savez que les Juifs constituent une puissance. Ça ne se dit pas souvent. Moi, je prends la liberté de le dire sur vos antennes. Les Juifs sont très puissants. Leur puissance au niveau des États-Unis est telle sorte qu'ils sont au niveau du Congrès majoritaire, ils sont dans les arcanes politiques, donc ils pèsent beaucoup sur les décisions politiques aux États-Unis. Donc les Américains, par essence, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à cause de la Shoah, c'est-à-dire que la même chose que les Israéliens font aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient vécu il y a un peu moins de 100 ans aujourd'hui, avec la Shoah, le génocide commis par les nazis allemands. Donc les Américains ont pris ils sont devenus protecteurs de l'État israélien, de telle sorte qu'il est difficile qu'un Américain, qu'il soit démocrate ou républicain, prenne parti pour les Palestiniens. Encore que les démocrates ont une approche beaucoup plus, moins radicale que les républicains, parce que vous voyez que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le conflit s'est exacerbé, malgré les massacres qu'il voit matin, midi, soir. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons aux Israéliens, c'est d'arrêter le massacre. C'est d'arrêter le massacre d'innocents civils, d'arrêter le massacre des enfants, d'arrêter le massacre, d'arrêter les génocides, les crimes contre l'humanité. Dans ça, les Américains ont un rôle à jouer. Les Américains ont un rôle important à jouer parce que si Donald Trump, principalement, décide aujourd'hui que les massacres vont s'arrêter, les Israéliens n'auront d'autre choix que de l'arrêter parce que la majorité des équipements militaires sont fournis par les Américains. La majorité du financement de la guerre que Israël mène, ces financements proviennent des États-Unis. Alors, nous sommes pour la paix, nous ne sommes ni pour le Hamas, qui est une organisation dont les méthodes ne sont pas du tout à encourager,
Mais nous ne sommes pas d'accord sur cette volonté de massacrer un peuple en plein jour, aux yeux, au vu de tout le monde, comme si l'humanité n'existait plus. Qu'est-ce que nos enfants aujourd'hui et demain penseront? Et ces enfants qui voient leurs parents massacrés, ces parents qui voient leurs enfants massacrés, leurs sœurs, leurs femmes massacrées, demain, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quelle réaction ils auront vis-à-vis des Israéliens? Ce à quoi nous appelons, c'est que deux États cohabitent côte à côte. La solution à deux États. C'est la solution à deux États. Et tous les mécanismes nécessaires doivent être explorés afin que, dans les prochains mois, le plus rapidement possible, que l'État palestinien puisse voir le jour avec une nouvelle constitution, des élections et la reconstruction de ce pays meurtri. Professeur, je ne saurais conclure cet entretien sans vous soumettre à deux autres questions sur l'actualité nationale. Avec le recul, pensez-vous que Patrice Talon a réussi à inscrire justement son nom parmi les grands réformateurs africains puisqu'il est en fin de mandat? Je vous remercie, monsieur le journaliste. D'abord, je commencerai par dire que, vous savez, le président Patrice Talon, même s'il ne s'est pas exprimé sur la question du Moyen-Orient comme sur d'autres pays, est un fervent militant pour la paix. C'est quelqu'un qui est imbu de la paix et qui a toujours eu le souhait de tout faire pour contribuer à la paix en Afrique comme dans le monde. Donc le président Patrice Talon a marqué son temps. Et pour toutes les générations futures à venir, son nom restera gravé dans les mémoires. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, parce qu'au-delà d'être un président, c'est d'abord un homme soucieux. Moi, je me rappelle, les rares fois que je rencontre le président Patrice Talon, la première des choses qu'il me dit, « Ah, Auguste, ça va? Et la famille? Et au village, comment vont les gens? Je n'ai pas souvent le temps d'aller au village parce que je suis préoccupé par comment je vais faire pour redonner un socle de développement à notre pays. Comment je vais faire pour que nos populations, enfin, aient accès aux soins universels de santé, que nos jeunes aient tous accès à l'éducation de qualité, etc. Donc, est-ce que tout va bien au village? Alors, un chef d'État qui pose des questions, qui vous demande, et vos enfants, comment ils vont, c'est extraordinaire. À d'autres occasions, vous le rencontrez, il dit, ah tiens, j'ai appris que dans tel village, il y a eu telle chose. Allez-y me voir ce qui se passe, venez me rendre compte. Et il fait énormément, en silence, sans tambour, ni populisme pour les populations. Donc toutes les réformes accomplies aujourd'hui par le chef de l'État vont permettre désormais à notre pays d'amorcer son développement. Donc, pour vous dire que le président Patrice Talon restera jamais gravé dans la mémoire des Béninois pour les générations et les générations futures. Alors, professeur Auguste Vidigla, vous êtes un acteur politique de la mouvance, un candidat a été désigné. Que pensez-vous de ce choix? D'ailleurs, il sera investi dans quelques jours par les grandes formations politiques de la mouvance. Alors, donc, d'abord, permettez que nous félicitons au nom de tous nos concitoyens béninois, au nom de tous les peuples africains, la grande clairvoyance, je dirais même la sagacité du président Patrice Talon, qui n'a pas succombé à la tentation de briller un troisième mandat. À l'instar de ses pairs de la sous-région, tels que la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara est en train de briguer un quatrième mandat, avec tout ce que cela crée comme prémisse à une explosion d'une crise politique aux dimensions encore inconnues, le président Patrice Talon a décidé, au soir de son deuxième mandat, de passer la main à une nouvelle génération. Nous ne pouvons que saluer et féliciter le président Patrice Talon pour cette décision. Le candidat choisi par la mouvance, parce que comme vous le savez, je suis membre du bureau exécutif du Bloc républicain, donc je suis acteur politique. Ce candidat, depuis des mois, ça je ne trahis pas un secret en le disant ici, depuis 6 mois, nous avons fait beaucoup de consultations, beaucoup de concertations. Il y a eu des candidatures internes, il y a eu des conciliabules, des négociations pour aboutir à choisir le candidat le plus consensuel et sur lequel tous les acteurs que nous sommes, à quelque niveau que ce soit,
sont d'accord sur trois choses. Est-ce que ce candidat maîtrise les grands enjeux auxquels font face aujourd'hui le Bénin? La réponse, elle est oui. C'est le candidat qui connaît tous les programmes et qui a conduit durant 10 ans tous les programmes, les réformes, les programmes de développement, les investissements. 2. Est-ce que c'est un candidat capable de fédérer le peuple béninois et d'amener la paix dans notre pays? La réponse est oui. Durant 10 ans, on l'a vu à l'épreuve, c'est un travailleur impénitent qui travaille sur des solutions pérennes pour notre pays. Donc, sur ce côté aussi, la réponse est oui. Est-ce que c'est un candidat qui va faire l'unanimité au niveau de nos populations? Là aussi, nous attendions, nous étions inquiets qu'à l'annonce de la candidature, de la décision que nous avons prise, que les populations richimes disent non à ces quel candidat. Vous avez bien vu que du nord au sud, la candidature est accueillie positivement. C'est vous qui le dites. Hein. La candidature est accueillie positivement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les citoyens qui le disent. Nous avons vu même des acteurs de l'opposition, de farouches opposants au régime qui ont salué la désignation de ce candidat. Donc, je pense que c'est un candidat qui fera l'unanimité et que nous allons accompagner. Nous allons accompagner dans la rigueur, dans le travail, pour que le projet de société qu'il va nous présenter bientôt, qu'il va présenter au peuple béninois, soit adopté et qu'il soit majoritairement choisi par nos concitoyens pour prédestiner aux destinées de notre pays les 5 prochaines années, par la grâce de Dieu. Merci à vous, professeur Auguste Videgla. Le temps est parti, justement. Merci, justement, pour ces analyses sur le présent et l'avenir de notre continent. Merci vraiment pour vos mots à l'endroit, justement, de ce qui se joue dans la bande de Gaza. C'est la fin de cet entretien. Nous avons fait le tour, justement, des questions sur le continent. Nous avons évoqué aussi la question de la jeunesse, mais si véritablement, eh bien, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Canal 3 Télévision. Portez-vous bien et à très vite. Instant de partage en toute confiance. C'est comme toujours, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, que je vous retrouve